Il est 13 heures, bienvenue sur la chaîne qui rassemble, c'est l'heure de votre journal, il est accessible aux sourds et aux malentendants. La CEDEAO a tenu hier jeudi à New York un sommet extraordinaire. Les chefs d'État ouest-africains ont décidé de prendre des sanctions progressives contre la junte militaire en Guinée et ils ont également décidé d'envoyer une mission à Bamako pour rencontrer les autorités maliennes. C'est à suivre en début de journal. La première dame Dominique Ouattara, qui est aussi à New York, a participé hier à un événement de haut niveau de la mission de paix des premières dames d'Afrique sur le rôle des femmes et des filles dans la promotion de la paix et de la sécurité. Une action donc pour promouvoir une culture de la paix dans des contextes fragiles. Au Burkina Faso, 17 membres du bureau exécutif national et une centaine de cadres ont quitté le mouvement du peuple pour le progrès, l'ex-parti au pouvoir. Ces désormais ex-militants du MPP accusent Alassane Bala Sakandé, le président du parti, d'avoir instrumentalisé certains militants. Dans un sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu hier jeudi à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, les dirigeants des États ouest-africains ont décidé de prendre des sanctions progressive contre la junte militaire en Guinée face à l'inflexibilité des militaires pour une date de retour des civils au pouvoir. Ils ont également décidé d'envoyer une mission à Bamako pour rencontrer les autorités maliennes, demandant la libération immédiate et sans condition des 46 soldats ivoiriens qui y sont détenus. Awa Touré depuis New York. New York, 866 UN Plaza, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont retrouvés en session extraordinaire sur la situation au Mali et en Guinée. L'occasion d'échanger sur la question des 46 soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet 2022 à Bamako et d'évaluer la mise en œuvre des chronogrammes de sortie des crises et les recommandations formulées le 3 juillet dernier à Accra sur les transitions en cours au Mali et en Guinée. Les coups d'État ne sont pas acceptables dans l'espace de la CEDEAO. Dans ce contexte, donc, les chefs d'État demandent une période de transition acceptable. Alors, ils ont pris la décision d'appliquer quelques sanctions et les sanctions vont tomber. Et vous allez avoir les détails, mais c'est les décisions que les chefs d'État ont prises. Et pour les soldats ivoiriens au Mali, les chefs d'État, ils désapprouvent l'arrestation et ils demandent la libération immédiate, sans condition, des soldats. Et aussi la responsabilité des autorités maliennes sera engagée si, par exemple, quelque chose arrive aux soldats qui sont en détention et ils ont décidé de former un comité de haut niveau composé du président du Ghana, du Sénégal et du Togo pour une mission de haut niveau à Bamako très bientôt. Les dirigeants de la CEDEAO ont également examiné les conclusions du rapport de son médiateur désigné, Thomas Yahi Boni, avant de prendre des sanctions supplémentaires contre la Guinée. Reportage signé Awa Touré, Lamine Dramé depuis New York. Je vous le disais en titre, Dominique Ouattara est aussi sur place à New York. Et hier, la première dame de Côte d'Ivoire a participé à un événement de haut niveau de la mission de paix des premières dames d'Afrique. Thème de la rencontre, le rôle des femmes et des filles dans la promotion de la paix et de la sécurité. Promouvoir une culture de la paix dans des contextes fragiles. Depuis New York, les détails avec Mahama Traoré. Dominique Ouattara, motivé une fois de plus pour la cause des femmes africaines. Depuis New York, la première dame de Côte d'Ivoire se joint à ses sœurs membres de la mission de paix des premières dames d'Afrique, MIPREDA, pour statuer sur le rôle des femmes et des filles dans la promotion de la paix et de la sécurité.
Une rencontre d'échange tenue en marge des travaux de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. À son tour de parole, Dominique Ouattara ne manque pas de partager sa foi en la femme africaine. Notre continent recèle de femmes leaders, disposant de capacités intellectuelles et de compétences solides pour occuper des postes de décision importants dans la société. Il nous revient de mettre tout en œuvre pour leur permettre d'exercer pleinement leur rôle dans la consolidation de la paix et dans la prise de décision à tous les niveaux. Ce message d'engagement lancé à ses consoeurs, la première dame de Côte d'Ivoire partage son expérience personnelle de promotion de la gente féminine, celle fondée sur la contribution à leur autonomisation financière avec le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui compte à ce jour plus de 325 000 bénéficiaires. Les témoignages que nous recevons de nos bénéficiaires sont éloquents. En effet, nos sœurs devenues financièrement autonomes nous racontent qu'elles sont aujourd'hui des personnages incontournables au sein de leur communauté et qu'elles sont consultées pendant les prises de décision. C'est ainsi que lors des crises post-électorales que notre pays a traversées, les femmes ont joué un rôle majeur dans le règlement des conflits. Elles ont été aussi celles à qui j'ai confié la mission de calmer les tensions et prôner l'union et le vivre ensemble dans les villes et villages en adressant des messages d'apaisement à leurs époux et à leurs fils. Créée en 1997, la mission de paix des Premières Dames d'Afrique est dirigée actuellement par Aïcha Bouhari, Première Dame de la République fédérale du Nigeria. Elle a été portée à la tête de cette institution en novembre 2021 lors de la 9e Assemblée générale tenue à Abuja, au Nigeria. De retour en Côte d'Ivoire, on en vient à la 6e édition des rencontres gouvernement-secteur privé. Le top départ a été donné cette semaine dans la commune du Plateau. Cette édition 2022 va porter sur les problèmes conjoncturels et structurels qui impactent le développement de l'activité économique. Et les précisions de Mamadou Kwasi du service économie de RTI. Dans le domaine de l'immobilier, Nadia Sidibé est présente ce jour dans la commune du Plateau pour échanger avec des structures étatiques pour le développement de ses activités. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a des informations que je ne savais pas. Déjà le GPME, une structure, le fonds d'accompagnement pour les PME que je ne savais pas, qui pouvait garantir des entreprises auprès des banques. Nous sommes à la 6e édition de Business to Government, encore appelée B2G. Une tribune de rencontres et d'échanges entre le secteur privé et l'État de Côte d'Ivoire sur les réformes et les opportunités économiques. Pour cette édition, elles sont 38 structures étatiques. Il est important pour nous de sensibiliser davantage les pouvoirs publics sur le fait qu'il existe une loi qui protège les auteurs, les interprètes, les producteurs, et sur le fait que chaque utilisation publique d'une œuvre doit donner lieu préalablement à une autorisation et un paiement de redevance. En plus de ce business to government, le comité de concertation État-secteur privé lance également le réseau de ses points focaux, un outil d'animation du dialogue qui implique l'ensemble des parties. Les points focaux sont le premier maillon qui anime le dialogue entre l'État et le secteur privé. Au niveau du secrétariat exécutif, nous traitons les préoccupations du monde de l'entreprise. Et pour traiter ces préoccupations au quotidien, nous avons besoin de ces points focaux que nous avons mis en réseau. Maintenir un dialogue franc et constructif à travers le comité de concertation État-secteur privé demeure une priorité du gouvernement afin d'instaurer un climat de confiance propice au dynamisme de notre économie. Cette écoute permanente du secteur privé et des entreprises doit se refléter à tous les niveaux de l'administration publique. Le réseau des points focaux du comité de concertation État-secteur privé regroupe les acteurs des structures de l'administration publique, les organisations professionnelles et consulaires, la société civile, la presse, le secteur privé et les missions diplomatiques.
Le personnel de la gendarmerie nationale compte en son sein quelques 371 femmes. Une avancée notable, mais quel en est l'impact? En ce moment même, à Yamoussoukro se tient un séminaire, une rencontre d'évaluation de la décision d'intégration du personnel féminin dans les effectifs de la maréchaussée. C'est en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense. Kader Sogodogo est sur place pour RTI. Des femmes gendarmes, une réalité en Côte d'Ivoire depuis le 14 octobre 2014. 8 ans après, la gendarmerie nationale évalue cette présence féminine en son sein. Une femme pour représenter le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, plante le décor. Presque un aveu. En 2014, la première dame est montée au créneau, appuyée de ses sœurs, mesdames les ministres, d'autres responsables de la République. La gendarmerie a tenté de résister afin que le personnel féminin n'y soit pas accepté. Mais prenant son marteau de commandement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a tapé sur la table et a dit « Je décide qu'à compter de ce jour, le personnel féminin sera recruté au sein de la gendarmerie nationale. » Les quelques jours ou les quelques mois ou années que ces dames ont passé avec nous rassurent, nous montrent bien que nous nous étions trompés et que la première dame et le président de la République avaient bien raison. Les personnels féminins ont bien leur place au sein de la gendarmerie nationale. Les femmes seront à l'œuvre dans tous les secteurs pour contribuer à l'essor de la Côte d'Ivoire. Il s'agit simplement de restaurer la femme dans ses droits en tant que citoyenne et actrice de développement de notre nation. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de rendre un hommage appuyé à mes sœurs, à mes filles qui ont décidé d'embrasser cette noble coopération. Ces femmes courageuses brisent ainsi les tabous et les stéréotypes selon lesquels certains métiers sont fermés aux femmes et aux jeunes filles. La Grande Muette comptabilise à ce jour 371 femmes, dont 11 officiers. Certaines parmi elles ont pu montrer leur savoir-faire à travers des exercices bien maîtrisés. Hier jeudi, pour le GovTalk initié par le CICG, c'est Adama Diawara qui était face aux internautes. Le GovTalk, c'est cette tribune d'échange mensuelle en ligne avec les gouvernants, une sorte d'interaction entre la population et le gouvernement. Le ministre de l'Enseignement supérieur a donc eu à répondre aux préoccupations relatives à la politique gouvernementale en matière d'enseignement supérieur. Sephora Zegui a assisté aux échanges. Le ministre Adama Diawara face aux internautes. Pour ce 6e numéro du GovTalk, il détaille les actions entreprises par le gouvernement dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du renforcement des capacités d'accueil des universités publiques, en passant par le recrutement d'enseignants, l'ouverture et la construction d'universités, de restaurants modernes, sans langue de bois. Adama Diawara s'est prêté au jeu des cybernautes. Le président Ouattara, comme à son habitude, a donné les moyens qu'il faut à notre sous-secteur pour pouvoir remplir cette mission qui lui a été confiée. Alors, je ne vais pas être exhaustif, sinon on y passerait la journée, mais je vais citer quand même quelques cas de financement de l'État depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Je commencerai par la réhabilitation de toutes les universités publiques existantes. Bon, ça a coûté quand même pas mal de milliards. Et dans la foulée, les 2 US, unités régionales d'enseignement supérieur de Kourougou et de Daloa, ont été transformées en universités. On a eu droit à l'ouverture de nouvelles universités, notamment l'université de Mans et l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui ont ouvert leurs portes en 2017.
Et ensuite, l'université de San Pedro, qui a ouvert ses portes en octobre 2021. Et bon, actuellement, évidemment, on a l'université de Bondougou qui est en construction, qui va ouvrir bientôt ses portes. Au niveau, j'aurais dit, œuvre sociale, la réhabilitation de toutes les résidences universitaires avec les restaurants universitaires qui vont avec. Au cours de cette tribune d'échange mensuelle en ligne avec le gouvernement initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, la question de la bourse universitaire est revenue sur la table. Adama Diawara donne plus de détails. La première chose à faire, c'est d'aller déposer une demande de bourse à la direction des bourses, à l'immeuble Noguès au plateau. Et évidemment, il y a des critères pour avoir la bourse, pour avoir droit à la bourse. Il y a un certain nombre de critères. Si vous remplissez ces critères, pas de problème, vous aurez droit à la bourse. Mais évidemment, dans les limites de l'enveloppe budgétaire allouée au paiement des bourses. Mais je pense qu'avec une mention assez bien, vous avez toutes vos chances. Concernant le recrutement des enseignants dans le supérieur public, la tutelle est claire. Depuis l'arrivée du président au pouvoir, c'est en moyenne 450 recrutements par an, en moyenne, ce qui fait près de 5 milliards de dépenses au niveau étatique par an. Et on peut aussi citer au niveau de la recherche scientifique l'augmentation des primes de recherche des enseignants, chercheurs et chercheurs, une augmentation qui va de 208 à 250%. Depuis l'arrivée du président au pouvoir, on a créé le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, le FONSTI, avec un fonds d'établissement qui est passé récemment à 10 milliards. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en faveur du sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Malgré cela, évidemment, il y a un certain nombre de problèmes qui demeurent dans notre sous-secteur, qui sont de véritables défis. Dans son exposé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rappelle que des universités ont été également équipées en salles de laboratoire et de travaux pratiques. À Cocody, la réhabilitation de l'atelier du génie mécanique a coûté plus d'1,4 milliard de francs CFA. Le professeur Adama Diawara s'est également prononcé sur les problématiques de la mise en œuvre du système LMD, de la réforme du BTS, de l'inadéquation formation-emploi et de l'obtention des bourses étrangères. Le GovTalk avec le ministre Adama Diawara est disponible sur la page Facebook du gouvernement. En lieu et place de Sephora Zegui, vous avez dû reconnaître la voix de Jean-Marc Djadji. On se souvient de cette tornade qui s'est abattue il y a un mois, tout juste, sur Menfla, un village de Zieunula, région de la Maraoué. Et même si on n'a déploré aucune perte en vie humaine, les dégâts matériels, eux, sont importants. 256 maisons détruites par la violence de la tornade. Mais cette semaine, l'on a assisté à la matérialisation de la Côte d'Ivoire solidaire. Les nombreuses familles sans abri de Menfla ont reçu la visite de 2 membres du gouvernement qui leur ont offert 24 millions de francs CFA de vivres et de non-vivres. Léon Okwame, RTI Boaké. Maisons en partie ou même entièrement rasées, murs écroulés, toits emportés ou endommagés. Menfla, dans la commune de Zieunula, région de la Maraoué, porte encore les griffes de la tornade des 18 et 19 août dernier. J'étais dans la maison et puis il y a le vent qui est venu. Et en même temps, je suis sorti automatiquement. Quand je suis sorti, et puis la maison est tombée après moi. Il y a eu même des poteaux d'électricité qui sont tombés. Chez moi, presque toute la toiture était partie. On a essayé de réparer au plus tôt une partie pour que les gens puissent dormir. Il n'y a pas eu de mort. Sur les lieux pour apporter aux populations le réconfort et la compassion du gouvernement, les ministres de la Solidarité et de la Promotion de la bonne gouvernance, Epiphane Zorobibalo et Miss Belmondo Dogo, peuvent apprécier l'ampleur des dégâts, 256 habitations endommagées, dont 60 entièrement cassées, des dizaines de familles sans abri encore hébergées par des proches, un élan de solidarité salué par la tutelle. En réalité, vous venez de démontrer que les valeurs de solidarité et d'entraide chères au président de la République sont une réalité à Menfla. Soyez-en rassurés, l'État ne vous abandonne pas. Et de manifester sa solidarité aux populations, le gouvernement fait don de vivres et de non-vivres d'une valeur de 23 750 000 francs CFA. Le président de la République s'est engagé à faire en sorte que la politique que nous faisons, toutes les actions de développement que nous faisons, l'homme soit au cœur de la politique gouvernementale. Et
les actions de la ministre de la Solidarité sont bien la matérialisation de cette vision. Menfla, c'est 6 villages en un pour environ 6 000 âmes à qui les émissaires du gouvernement se sont montrés fermes. Renforcer la solidarité par la réhabilitation effective des maisons des sinistrés les plus démunis ou par la réalisation de biens communautaires. À Lokokofikro aussi, il a fallu tendre la main à des populations en détresse. Celles-là ont été victimes d'inondations. La ministre gouverneure du district autonome des Lacs a fait remettre des dons aux sinistrés, une cérémonie qui s'est faite en présence des autorités locales et de nos reporters Djeneba Ouattara et Soro Corona. Le district autonome des Lacs apporte soutien et réconfort aux sinistrés d'Alokokofikro, village de la sous-préfecture d'Ananda, département de Ouélé. En effet, depuis le 12 septembre 2022, une inondation due à la montée des eaux du fleuve Nzi a causé de nombreux dégâts matériels dans ce village. Pour manifester sa solidarité et sa compassion aux sinistrés, la ministre-gouverneure Raymond Goudou Kofi a offert des vivres, non-vivres et une somme de 500 000 francs CFA. La ministre-gouverneure était représentée par son directeur de cabinet, accompagné d'une forte délégation. Une visite également des lieux du sinistre a permis à l'émissaire de Raymond Goudou Kofi de s'enquérir de la situation. Nous sommes ici sur le site des dégâts. Nous avons vu que l'eau est montée jusqu'à 2 mètres et donc les populations sont désemparées. Maintenant, la ministre nous a dépêchés pour venir porter son yako, pour porter assistance aux populations, pour soulager un tant soit peu ces populations. Les populations traduisent leur gratitude à la ministre-gouverneure pour cet élan de solidarité. Des doléances sont également émises. Ce que je souhaiterais, c'est de continuer dans cet élan de solidarité afin que véritablement nous soyons assistés. Les frères qui ont été aussi victimes de destruction de maisons, qu'ils puissent véritablement avoir un toit. Et on a la variété Akrabanki et cette variété n'est plus puisque l'eau a tout emporté. Pour que les jeunes puissent rétablir ces maisons, ça demande un peu de moyens. Il faut que l'État pense à cela. S'il peut nous envoyer au moins des machines pour enlever tous les arbres qui sont là, pour qu'on puisse construire. Le district autonome des Lacs regroupe les régions du Bélier, du Nzi et de l'Ifou. Depuis le début de la catastrophe, plusieurs autorités et cadres de ce district ont apporté leur soutien aux sinistrés d'Alokokofikro. Intéressons-nous maintenant à l'actualité Covid, le virus qui veut à tout prix nous empêcher de vivre. Et il a déjà réussi à emporter 6,53 millions de vies à travers la planète. 6,53 millions de morts pour 614 millions de malades. À l'échelle nationale, ici en Côte d'Ivoire, ce sont 823 personnes qui ont définitivement perdu le combat contre le petit monstre. Les autorités de santé enregistrent chaque jour de nouvelles contaminations et hier encore, elles en ont recensé 13, ce qui porte à ce jour le nombre total de cas en Côte d'Ivoire à 87 094. Respectons les mesures barrières, faisons-nous vacciner. Le coronavirus tue, Ebola aussi. Au moins 8 personnes en seraient mortes en Ouganda, selon le ministère de la Santé. Les autorités de ce pays d'Afrique de l'Est ont annoncé l'éclosion d'Ebola mardi après le décès d'un jeune à Moubende, dans la région centrale. L'origine n'est pas encore connue, mais il s'agit d'une souche relativement rare, surnommée soudanaise. Elle est moins fatale que celle détectée en RDC, mais la vigilance reste de mise. Pour l'instant, aucun vaccin n'existe contre la souche soudanaise d'Ebola. Les autorités ougandaises misent donc sur la réactivité pour détecter et traiter au plus tôt les cas suspects. La Côte d'Ivoire envoie de fabriquer des briquettes combustibles à partir du cortex de cacao. Une quinzaine de personnes viennent d'être formées à la maîtrise et à l'utilisation de la technologie. Formation financée par la coopération allemande et elle a eu pour cadre le centre de démonstration et de promotion de technologie. C'est à Marcory Bietri. Le témoignage de Dangui Dangui. Fabrication de briquettes combustibles à partir du cortex du cacao,
au centre de démonstration et de promotion de technologies CDT. Cette innovation sensible au développement durable dans le secteur agricole et agroalimentaire est financée par la coopération allemande. Et notre méthodologie est l'agriculture circulaire. Ça veut dire qu'on veut utiliser les ressources que nous avons sur le terrain. Ça veut dire ce n'est pas nécessaire pour les feux améliorés à la maison de couper des arbres. Reste maintenant à diffuser la maîtrise des outils de production de briquettes et combustibles, d'où la formation de 15 auditeurs à la maîtrise et à l'utilisation de cette technologie. Vous verrez que pour cette formation, nous avons sélectionné des entreprises qui ont un vécu quotidien avec les populations. On a au moins 5 à 6 agences de l'ANADER, des zones reculées. Les agents de l'ANADER sont dans l'encadrement au quotidien, c'est eux qui travaillent avec le monde rural. Donc ils sont là, ils vont bénéficier de cette formation et ils vont agir comme des pères éducateurs et ce sera à eux de dupliquer cette expertise-là auprès de nos populations. La fabrication de briquettes combustibles à partir de cortex de cacao s'inscrit dans la dynamique de la valorisation et de la transformation des sous-produits agricoles portés par les autorités, tout en stimulant la création de nouvelles petites entreprises industrielles. On quitte Abidjan pour l'intérieur du pays. Première escale, Soubré, dans la Nawa. Sur place, le comité de lutte contre la vie chère vient de faire une importante saisie. Près de 15 000 produits prohibés, périmés et contrefaits. Ces produits ont tout de suite été retirés du marché, puis incinérés. Sous l'œil vigilant de Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bas-Sassandra. 14 681 produits prohibés, périmés et saisis par les agents de la direction régionale du commerce de la Nawa. Sur instruction du préfet Koné Messamba, des opérations de contrôle ont été menées à Soubré et dans plusieurs localités de la région. Dans le cadre donc de ces contrôles-là, les agents ont retiré du circuit du commerce tous les produits qui sont périmés, prohibés, contrefaisants, falsifiés. Nous avons saisi près de 14 681 produits, dont 278 kg de produits solides et 1741 litres de produits liquides. Et au total, ça fait un montant de 2 278 925 francs. Ces produits saisis, jugés dangereux pour la consommation, ont été incinérés en présence du président du comité local de lutte contre la vie chère. Pour ne pas que ces produits prohibés reviennent encore sur le marché, donc il faut les brûler. Je voudrais exhorter les populations de la Grande Nawa à faire très attention, à respecter les prix plafonnés par le gouvernement dans un premier temps et à ne pas vendre des produits prohibés parce qu'il va de notre santé aussi. Les populations de Soubré saluent cette initiative du comité local de lutte contre la vie chère dans la région de la Nawa. Et de la Nawa, on met le cap sur le Moronou, dans le village de Tanoussou, dont les cadres ont décidé de donner un coup d'accélérateur au développement. Pour y arriver, ils ont choisi de sensibiliser les femmes et les jeunes de la localité pour leur implication totale. Avec l'investiture du tout nouveau président des jeunes, le rassemblement de tous les fils et filles est donc de mise et plus rien ne doit empêcher Tanoussou de connaître le progrès. Jean-Marc Djadji, reportage. L'union fait la force. Cet adage est désormais le leitmotiv des populations de Tanoussou, village de plus de 3000 âmes, dans la sous-préfecture d'Ara. Travailler de concert pour doter leur village d'infrastructures socio-éducatives de base. Au niveau de l'éducation, nous prévoyons la construction d'une école maternelle pour prendre en charge les enfants de 3 à 5 ans en vue d'une meilleure préparation pour le primaire. Au titre de la santé, la construction d'une maternité avec logement de sages-femmes. Pour fédérer tous les efforts et assurer la relève, Tanoussou a décidé d'organiser sa jeunesse. Ainsi, Aloko Isidore a été investi comme président des jeunes avec le soutien des cadres d'Ara, dont le député Aondjon Nguessan, représenté à cette cérémonie d'investiture. Lorsque nous allons cultiver l'amour, l'union, la fraternité, choses chères au président de la République de Côte d'Ivoire, si nous faisons confiance en nous-mêmes, à cette union, l'honorable Nguessan Aondjon
fera tout ce que vous aviez demandé. Après les jeunes, ce sera au tour des femmes déjà très engagées dans l'agriculture vivrière. Elles ont sollicité de l'aide pour mieux structurer leurs activités au sein d'une coopérative agricole à Tanoussour. On rentre à Abidjan. Ce sera en bref et en image. On se rend dans la commune du Plateau qui a abrité récemment la journée de l'identité. Une journée qui vise à permettre aux populations de revendiquer leurs droits et surtout de bénéficier des fruits du développement. On en saura plus avec Serge Pacom Didi, Godefroy Okambawa et Andrea Kakou dans nos prochains journaux. Au Burkina Faso, 17 membres du bureau exécutif national et une centaine de cadres ont quitté le mouvement du peuple pour le progrès, l'ex-parti au pouvoir, dans une lettre adressée à Alassane Balassah Kandé, chef de la formation de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré. La création d'un nouveau parti n'est pas à l'ordre du jour, selon l'un des démissionnaires, mais il assure que d'autres vagues de démissions sont attendues dans le paysage politique burkinabé. C'est désormais ex-militant du MPP accuse Alassane Balassah Kandé, le président donc du parti, d'avoir instrumentalisé certains militants, cela afin de remettre en cause les conclusions du rapport de la commission ad hoc et s'opposer à la tenue d'un congrès en vue du renouvellement des organes du parti. Fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Tout à l'heure, à 16h, vous pourrez suivre votre émission. Ça fait l'actualité. L'actualité, donc, solidarité, facteur d'inclusion sociale. Voilà le thème de cette émission qui vous sera présentée par Fatim Djedje. Ça fait l'actualité de ce 23 septembre. C'est donc à 16h et c'est sur RTI.